pourrait se discuter, mais moi, quand même, je suis étonné que vous n'ayez pas encore parlé d'un sujet qui vous tient à cœur, qui est, dans le fond, ce que les Français attendent aussi, et ce qui nous manque depuis quand même une bonne dizaine ou une bonne quinzaine d'années, c'est une définition de qu'est-ce que la France. Or, cette question-là, qui passe aussi par la question de l'immigration, par la question du multiculturalisme ou pas du multiculturalisme, personne, tout le monde regarde le bout de ses souliers, et on essaye surtout de ne pas en parler. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème de définition de qu'est-ce que c'est ce nous? Oui, alors évidemment en politique, vous n'allez pas faire une intervention télévisée à 20h30 en disant Français, je vais vous dire ce que c'est que la France. Je ne pense pas qu'un cours magistral aurait des grandes chances de recueillir un large assentiment. C'est ça le problème. Mais vous avez raison sur le fond. Mais la définition de la France, elle passe par au moins 3 choses. Vous avez parlé de l'immigration, très vrai, mais l'Europe, c'est la question première, parce qu'elle est immédiatement tangible tous les jours dans des textes auxquels n'importe quel acteur... Les candidats font semblant que ça n'existe pas. Voilà. On raisonne dans le cadre national oui, aujourd'hui. Pour le moment, on est en train de vivre une élection cantonale. Au-delà, tant Sarkozy que Ségolène Royal se montrent très durs, très critiques à l'égard des outils de l'Europe, notamment la Banque centrale européenne. Oui. Alors, c'est ce qu'ils ont retenu des résultats du référendum et qu'ils intègrent à leur façon. Mais ça ne donne pas la définition de ce que peut être la France en Europe. C'est purement réactif. C'est là où on va voir si on va au-delà de la réaction et au-delà de la posture. Ça, c'est ce que nous, au moment où nous parlons, nous ne pouvons qu'ignorer. Et c'est la place de la France dans le monde. Ce n'est pas rien dans un monde mondialisé. Depuis, souvenez-vous, De Gaulle sauve la France grande puissance. Giscard essaye de suggérer on est peut-être devenu une puissance moyenne. Horreur. La gauche doit une partie de son succès en 81 au fait d'avoir dit la France est toujours une grande puissance. Le temps s'est écoulé et notre taille de grande puissance ne s'est pas agrandie. C'est le moins qu'on puisse dire. Où en sommes-nous à cet égard? Chirac maintient la fiction d'une France qui parle au monde, mais il parle aux Français et personne n'écoute. Il faut reconnaître le déclin de la France. Il faut reconnaître la relativisation de la place de la France dans un monde de géants. Dans toutes les affaires irakiennes ou toutes les crises au Proche-Orient, vous ne pensez pas que la voix de la France a été entendue ailleurs qu'en France? Oui, elle a été entendue dans les pays du Sud. C'est là où nous avons notre clientèle, ces bandung redivivus, ça marche une fois tous les 5 ou 10 ans. Il y a une coalition qui se reconstitue momentanément face aux États-Unis aujourd'hui, avant face à l'affrontement des deux blocs. Donc il y a une possibilité pour la France de dire quelque chose de significatif. Je ne dis pas du tout que nous devons tirer l'échelle et dire ça ne nous intéresse plus. D'ailleurs, on vous rend notre siège au Conseil de sécurité. On n'en a pas l'usage, ceux qui en veulent. On peut vous le vendre si vous voulez. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais c'est bien évidemment de faire passer dans la conscience collective une certaine mesure de la juste place que nous pouvons occuper. Et là, de ce point de vue, le discours est totalement contradictoire. Jacques Chirac joue la grandeur nationale dans l'affaire irakienne et en effet, la petite France, d'une certaine manière, met en échec la grosse Amérique. Mais dans le même temps, le discours politique consiste à nous répéter tous les jours, mais nous, vous savez, on ne peut rien, parce que les autres Européens, ils ne sont pas comme nous, ils ne pensent pas comme nous, et ils se contrefoutent de notre avis. Donc on est bien obligé de s'écraser. Ça ne contribue pas quand même à l'identité nationale, ce discours discordant de la France dans le monde par rapport aux États-Unis? Ça contribue à l'identité nationale, mais sur un mode qui est un peu anxiogène pour les Français, qui ne savent pas à quel sein se vouer. Que sommes-nous véritablement? Un dernier carré de Gaulois arrogants qui n'ont pas remarqué que le monde change, ou est-ce que nous avons vraiment une chance de jouer une partition sensée dans le monde tel qu'il est? Je crois que les citoyens sont tous dans la perplexité à l'égard de cette interrogation. Non mais justement, je me rappelle, quand vous parlez de citoyens, je me rappelle d'un texte, je ne sais plus dans lequel de vos bouquins, je crois que c'est La démocratie contre elle-même, me semble-t-il, où vous dites le problème qu'on a peut-être aujourd'hui dans cette société des individus que vous décryptez depuis longtemps, c'est qu'on n'a peut-être pas le bon type d'être humain pour faire fonctionner ce type de démocratie qui est le citoyen. Et c'est-à-dire, on est quand même rentré, si vous voulez, dans un âge, effectivement, que certains appellent la barbarie individualiste, mais que vous avez diagnostiqué comme ça, la société des individus, je crois. Alors comment le citoyen doit-il se transformer?
Oui. Là, Hein? s'il y a une chose auquel je ne crois pas, c'est au catéchisme et aux incantations. Citoyens, transformez-vous, sinon il ne se passera rien. On peut très bien tenir ce discours, on peut peut-être même avoir 500 signatures pour le plaider victorieusement de la campagne officielle, mais je doute qu'on La dépasse. question, c'est est-ce qu'il y a des citoyens encore? Oui, voilà. C'est plutôt ça. Et puis, à long terme, on peut se préoccuper de ce qui permet aux citoyens d'exister, de fonctionner. Ça, c'est une vraie question politique. Là, c'est une question compliquée. Le rapport des individus à la politique a changé. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas citoyens, qu'ils ne se pensent plus citoyens, ça veut dire qu'ils mettent un autre contenu dans la citoyenneté, en particulier un contenu très privé. Mes préoccupations, qu'est-ce que vous en faites? Et c'est là où le discours politique ordinaire, englobant, généralisant, qui structure des priorités, est pris complètement en défaut. Regardez ce qui vient de se passer avec cette affaire de SDF. La question, en gros, la démarche est non pas de contestation des hommes politiques, c'est de dire, voilà ce qui est notre priorité, affectivement, c'est insupportable. Faites quelque chose. Comment? Débrouillez-vous. Nous, on n'en sait rien. Vous êtes là pour régler ce problème. Et évidemment, ils font semblant d'avoir la solution. C'est là où, à mon avis, ils n'ont pas une attitude très rationnelle, parce qu'on est dans la déception inévitable. C'est des questions très compliquées qui se jouent dans la durée, qui mobilisent des ressorts infiniment multiples. Qui peuvent être réglés par la loi, puisqu'on se Non. tourne encore vers la loi, Non. avec ce droit opposable au logement. Écoutez, on peut prendre toutes les lois qu'on voudra, on aura demain, n'exagérons pas, le SDF au sens strict, les gens qui vivent dans la rue en font 8 à 10 000, dit-on. Mais vous pouvez faire toutes les lois que vous voulez, vous les aurez encore demain dans la rue, pour la raison qu'ils sont dans la rue parce que précisément, ils sont en rupture avec... Les problèmes de logement ne se limitent pas Non. aux seuls limites qui vivent en permanence dans la rue. Mais non. Il y a un problème de précarité du logement. Bien qui sûr, peut être il y a un réglé par- problème, alors, terrible. Le vrai problème, c'est celui qui est posé par la mondialisation. C'est-à-dire la baisse des salaires de toute une catégorie énorme de la population qui ont des salaires très bas, ce qu'on appelle les travailleurs pauvres, et qui ne peuvent effectivement pas se payer Alors, de logements décents dans des villes où le coût du foncier est terrible. On va essayer d'être un peu plus précis. La faute à qui? Vous dites la mondialisation, et il faut peut-être entrer dans votre critique là du libéralisme aujourd'hui. Qui n'est pas très libéral. Qui n'est pas très libéral, précise Elisabeth Lévy, qui Mais- ne va pas trop complexifier le problème pour l'instant. Parlons de ce que vous défendez comme thèse concernant le libre-échange. Oui. Alors écoutez, je ne défends pas de thèse parce que je n'ai pas cette outrecuidance, je ne suis pas économiste, je n'ai aucune prétention de délivrer un message sur ce chapitre, où je n'ai pas la compétence pour le faire, mais en tant que citoyen, je considère comme capital qu'une élection comme celle que nous allons vivre voit naître une véritable discussion sur ce sujet. Vous dites que le débat est interdit. On ne Oui. parle pas du libre-échange comme d'autres sujets, le Ah, patriotisme, la nation, l'éducation, il y a des sujets interdits. Le libre-échange, c'est un sujet interdit. Interdit. maintenant. C'est un sujet interdit par la ringardise prêtée à ceux qui osent le soulever. On dit mais comment peut-on encore en être là? C'est pas croyable. Je veux dire, c'est le style de fonctionnement de la société française avec sa culture aristocratique qui marche au mépris. Donc c'est pas interdit au sens où on ne vous envoie pas en prison. Si... Mépris les élites. C'est réac. Hein, voilà. C'est réac, c'est ringard, c'est dégueulasse. En plus, vous avez quelque chose contre les malheureux paysans chinois qui essayent de se sortir de la mélasse. Qui profitent, eux, de la Voilà, mondialisation. donc, enfin, qui en profitent d'une manière assez particulière, vous l'avouerez. Je veux dire, main-d'œuvre servile d'une dictature communiste. Ça enrichit certainement les capitaines On peut parler d'industrie de chinoise, l'Inde, mais- alors. Oui, ça c'est mieux, c'est incontestable. Là, il y a vraiment un modèle. Il s'agit de concilier tout ça. Il ne s'agit pas de dire nous allons faire une forteresse à l'abri de laquelle nous pouvons prospérer en ignorant superbement la misère des campagnes indiennes. Mais comment ne pas voir que tous les dégâts considérables, dont le problème de logement est vraiment typique, le coût des logements est en train de suivre un mouvement qui contredit les possibilités financières d'une énorme partie des salariés.
La mondialisation bloque l'augmentation des salaires, mais pas l'augmentation des prix, surtout en matière de logement. Chez le bon périmètre pour résister, ce n'est plus le national, c'est l'Europe. Mais je dis pas que c'est le protectionnisme français qui nous sauvera. Je n'y crois pas du tout. Je pense en effet que le niveau pertinent, c'est une politique européenne bien comprise, qui est une politique d'ajustement. C'est une politique dans le temps. Il s'agit de réguler des processus d'une manière pertinente, et je ne vois pas comment l'Europe, ouverte comme elle est, le continent le plus ouvert de la planète, peut, sans dégâts sociaux majeurs, tenir dans la situation actuelle, sans des mesures de réponse économique que je ne possède pas, mais dont je m'étonne beaucoup qu'elles ne soient pas au centre du débat.